Je m'appelle Christine Clémineau. J'ai vécu une expérience de mort imminente à l'âge de 15 ans lors d'une tentative de suicide en 1995. Donc, c'est vrai que j'en suis évidemment pas fière parce que j'ai mis ma vie en danger. Cependant, mon expérience de mort imminente m'a permis d'en tirer une grande leçon de vie. Donc, je vais vous raconter cette expérience et tout d'abord le contexte dans lequel ça s'est passé assez brièvement. Donc, j'ai vécu dans une famille assez particulière avec une maman maniaco-dépressive et des membres de la famille qui ont fait des tentatives qui ont des problèmes d'alcool. Cependant, ma famille, enfin, m'a aimée, m'a chérie, m'a gâtée. J'ai vécu dans un contexte familial, malgré la maladie de ma mère, plein d'amour par mon papa, aussi particulièrement par mon papa. J'étais assez timide et je me faisais le plus discrète possible pour ne pas déranger les gens et pour ne pas prendre trop de place par rapport à la maladie. Donc, j'ai vécu aussi des attouchements sexuels de la part de mon cousin et de son papa. Pas en même temps. Ils se concertaient pas pour cela, mais en tous les cas, j'étais leur proie, j'étais leur victime et je répondais à leurs pulsions sexuelles en fait. Donc ça, c'est évidemment un secret qui m'a beaucoup abîmée intérieurement et je me suis sentie très sale et mal dans mon corps. Très, très petite aussi, je peux vous dire que je me posais des questions existentielles. Des fois, dans les repas de famille, je demandais, mais pourquoi on est là? Pourquoi c'est moi dans ce corps? Euh, à quoi ça sert de vivre? Qu'est-ce qu'on doit faire dans cette vie? Qu'est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce qui se passe après la mort? Vous voyez, des questions un peu dérangeantes dans un repas de famille. Et vu que je n'avais pas de réponse, euh, malgré les textes religieux, puisque j'en ai lu plusieurs, je n'ai pas trouvé les réponses qui me convenaient. Et en fait, le mal-être a commencé à grandir et à prendre toute sa place. Et en 95, un événement complètement inattendu, parce qu'on normalement, on ne meurt pas de la maniaco-dépression. C'est juste une maladie mentale. La bipolarité peut se soigner, enfin, s'équilibrer avec un traitement médicamenteux. Et en fait, ma mère a fait une interaction médicamenteuse suite à une crise, c'est-à-dire que les médecins lui ont injecté un produit pour la calmer parce elle était en crise d'euphorie et elle ne l'a pas supporté. Donc elle est tombée dans le coma et elle n'en s'est pas remise. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai l'impression que dans cet événement tragique, j'ai reçu une leçon euh, inattendue. Je suis allée voir ma maman sur son lit. Excusez-moi pour les détails, mais vous allez comprendre pourquoi je vous raconte ça, pourquoi c'est important pour moi. Je suis allée la voir pour me rendre compte que la vie était finie pour elle. J'ai soulevé ses paupières pour me rendre compte que la vie n'était plus là et parce qu'elle avait aussi, bien sûr, les yeux verts magnifiques. Et je voulais les voir une dernière fois. Donc je m'aperçois que la vie l'a quittée et je me dis, ah maman, je regarde tes yeux, qu'est-ce que tu vas me manquer, qu'est-ce que t'es belle encore en fait. Et à ce moment-là, sa présence a rempli la pièce. Plus que sa présence, c'est un amour qui a rempli la pièce. Mais pas seulement en fait, elle m'a rempli moi. Elle m'a rempli d'un amour plus que maternel. Et elle m'a enveloppée, elle a tourné autour de moi. C'est un souvenir et en fait, c'est encore très présent en moi parce que c'est complètement inattendu. Et donc, le médecin m'arrache à elle et tout de suite, on parle du don d'organes. Et je lui dis non, vous n'avez pas compris. Donc, je commence à paniquer. Je lui dis, vous n'avez pas compris. C'est pas fini, elle est encore là. On arrête, on arrête. Enfin, je sais pas ce que je dis en fait. Et je le dis avec le sourire parce que j'ai compris que après la mort du corps physique, il se passait autre chose, difficilement explicable quand on ne l'a pas vécu. Et je comprends que c'est difficile pour certaines personnes de l'entendre, mais on peut se poser la question de ce que devient la conscience après la mort du corps physique. Donc je suis restée plusieurs mois dans un état d'incompréhension totale, parce que pour moi, elle n'était pas partie. Et en fait,
vu que c'était pas normal de penser cela et qu'il y avait un décalage avec la réalité, enfin, la normalité ou le quotidien, enfin, je n'arrivais pas à accepter en fait son départ. Et le mal-être a commencé à grandir. Et un jour, en cours de mathématiques, j'ai complètement craqué. J'ai quitté le cours de mathématiques. Je venais de me prendre une réflexion comme quoi j'étais nulle en mathématiques, mais pas seulement, j'y arriverais à rien, je comprenais rien. Et j'ai été fortement dénigrée par le professeur. Le poids de ces mots a eu un impact sur ma psyché dévastateur, parce que j'allais déjà pas bien en fait. Mais lui, il le savait pas. Donc j'ai pris mes affaires, j'ai quitté la classe, personne ne m'a retenue, même pas lui, même pas mes camarades. Et j'ai quitté le bâtiment. J'ai descendu les marches. Devant moi, il y avait des buissons. C'est un détail que vous comprendrez important par la suite. Et devant moi, il y a un bâtiment, des BEP, des CAP, vous savez, tous ces diplômes où on rentre dans la vie professionnelle rapidement. C'était le bâtiment des arts, de la musique et des arts plastiques. Donc je monte l'escalier et je suis dans un état d'esprit très particulier. J'ai l'impression que l'expérience commence là. Je suis comme hypnotisée, je suis très détendue et j'ai une idée en tête. J'ai décidé d'en finir avec cette souffrance, de ne plus porter ce corps, de ne plus habiter ce corps, de ne plus habiter cette planète. La souffrance terrestre m'insupporte parce que je ne trouve pas de solution à ma propre échelle. Donc, vous voyez, c'est un état d'esprit vraiment très lourd et en même temps un champ de vision très restreint où j'ai ma propre idée. Et aujourd'hui, évidemment que ça va faire partie de mon message, que la vie n'est pas cela, n'est pas que souffrance, heureusement. Donc je monte les escaliers, je pose mon sac au troisième étage, je ne sais plus si c'est troisième ou quatrième étage. Je suis très très calme et je suis sûre de moi. Je vais avoir ma réponse. Parce que j'avais demandé à mes parents, mais qu'est-ce qui se passe après la mort en fait on va en enfer, on va en paradis. Donc mon père me disait très cartésien, t'inquiète pas, de toute façon il se passe rien. Une fois qu'on meurt, on meurt. Ma mère me disait, bon, tu es quelqu'un de bien, tu es une belle âme, tu iras au paradis. Donc, qui croire? Que faire quand on va mal? Donc j'avais envie d'en tirer la réponse par moi-même. Évidemment que je ne conseille pas cela, puisqu'on peut atteindre un état de sérénité autrement que par se jeter par la fenêtre. Et en fait, ça, c'est un message déjà primordial pour moi. Et je décide de me jeter, de passer mes jambes par-dessus et de m'abandonner, d'abandonner mon corps, mon histoire, mes souffrances et la vie. Je veux plus vivre, en fait. Parce que je pense que la vie est une mascarade. Et au lieu de sentir ce corps tomber au sol, j'ai cette sensation d'ascension et de un vent de paix sur mon visage. Je suis très calme et j'ai pas peur du tout en fait. J'ai pas la sensation du choc physique de mon corps sur le sol en béton. J'ai pas du tout mal. Mais par contre, ça ne s'arrête pas pour moi. C'est-à-dire que la vie continue pour moi. C'est-à-dire, bon, je ne suis pas décédée parce que selon les médecins, je n'ai pas eu d'arrêt cardiaque. Bon, évidemment, il y a certainement eu un choc, un traumatisme à la tête, mais en tous les cas, je ne suis pas morte. J'ai un point de vue en hauteur, à 100 mètres, dans une scène un peu en noir et blanc, où j'entends comme si j'étais sous l'eau. Je vois un corps par terre. En fait, c'est-à-dire que mon champ de vision traverse le mur. Vous savez, c'était comme si j'étais au niveau des buissons. Et en fait, il y a un corps par terre, une assemblée autour de lui, une jeune femme, une jeune élève, maghrébine, qui hurle. Des gens sortent de la classe et tout ça, je l'observe. De mon point de vue, à côté du buisson. Ils sont affolés. Il y a une dame une dame blonde qui arrive avec une blouse et elle s'accroupit à côté de moi. Et tout le monde crie, en fait, tout le monde pleure, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde s'agite. On demande aux gens de s'écarter, etc. Et moi, de mon point de vue, je dis, mais pourquoi ils crient, en fait? Je vais bien.
Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont affolés? Je vais bien. Donc, en fait, je comprends pas que c'est moi au sol. Ça, c'est très particulier. Et tout à droite, il y a l'entrée du portail. Et mon papa arrive par là. Il se positionne à côté de l'ambulance qui est déjà garée, à côté des buissons. Et je suis et j'entends toute la conversation. Donc mon papa me demande, demande aux ambulanciers qu'est-ce qui s'est passé. Eux, ils sont en train de me recouvrir, de me mettre une minerve, de me faire les premiers soins. Et en fait, ils mettent mon corps dans l'ambulance et mon père veut monter. Donc il est complètement inquiet et les ambulances lui disent maintenant il va falloir nous suivre jusqu'à l'hôpital. Il y a à peu près 5 kilomètres. Et ce qui est très particulier, c'est que je suis l'ambulance, je suis en même temps avec mon corps, sans savoir vraiment que c'est moi, et je suis avec mon père dans la voiture, et je suis aussi derrière la voiture. Et je suis tout ce convoi jusqu'à l'hôpital sur 5 kilomètres. Mais pour moi, c'est complètement naturel. C'est ça qui est fou. C'est que je suis même pas surprise de ce qui se passe en fait. Et quand j'arrive à l'hôpital, il y a une dame rousse, la peau pâle, les yeux verts, qui me prend la main et qui me dit, mais qui me dit, pas avec sa voix, ses lèvres ne bougent pas. Et elle pense, Christine, tu vas t'en sortir. Et là, je réagis, je dis, ah, mais elle ne parle pas et je l'entends. Et en plus, qu'est-ce qu'elle est belle. Et c'est drôle parce qu'elle me connaît, en plus, elle connaît mon prénom. C'est très bizarre, hein. Et je fais la partie tout de suite parce que j'ai peur de l'oublier. Quand je me suis rétablie, je suis allée en discothèque. Et en fait, j'ai vu sa fille qui est une de mes meilleures amies dans mon quartier d'enfance. Et je lui ai dit, écoute, c'est pas le moment d'en parler, là, on est là pour faire la fête. Mais j'ai une question très importante pour moi, pour éclaircir un peu tout ça. J'ai l'impression que c'était ta maman qui s'était occupée de moi à l'hôpital, c'est vrai? Et elle me dit oui, elle était réanimatrice à l'hôpital. Et elle s'est occupée de moi tout le temps que j'étais là-bas. Et ça, c'est fou, parce que avec mes yeux de chair, enfin mes yeux physiques, je ne l'ai pas vue, puisque j'étais inconsciente. Et pourtant, de mon point de vue extérieur, quand j'étais décorporée, je l'ai reconnue. Enfin, je sais très bien la décrire, quoi, en fait. Je dis pas que c'est une preuve parce que j'aime pas trop ce mot-là. Je n'ai rien à prouver, mais en fait, c'est un élément qui pose question. En fait, le brancard commence à rouler vite. Il y a du monde de part et d'autre de mon corps, et moi, je suis au niveau des pieds, mais je vole en fait. Je suis le corps comme ça à sa superficie. On me fait des examens. J'ai l'impression que c'est la nuit. On me fait une opération du dos. Et c'est très étrange ça aussi, parce que je suis sur le ventre, il y a un chirurgien au niveau du dos, un autre chirurgien au niveau des pieds. Mais moi, je les vois de dos. Ça m'intéresse, et à chaque fois que ça m'intéresse, je zoome sur les chirurgiens, et il y a des compresses de sang qui tombent au sol. Je dis, ah, ça me dégoûte, il y a du sang, j'ai pas envie de voir ça. Donc, je me recule instantanément derrière une espèce de vitre. Et ça, c'est très curieux parce que à ce moment-là, je ne sais pas vous dire si le tunnel a commencé ici ou s'il a commencé avant l'ambulance. J'ai envie de vous dire que ça a commencé quand je me suis située au niveau de l'escalier, quand il y avait toute cette foule. Mais tous ces éléments, tous ces événements se chevauchent et s'imbriquent les uns dans les autres. C'est comme si c'était un éternel présent et bah, il y a toutes les informations qui tombent en même temps en fait. C'est en une seconde, tout se passe. Mais le temps est relatif, ça n'a rien à voir avec le temps linéaire d'ici. Peut-être que vous avez déjà entendu cette phrase-là, le temps n'existe pas, mais réellement le temps n'existe pas de l'autre côté, j'entends, hein. Et ça aussi, cette expression est très bizarre, de l'autre côté. Donc j'assiste à cette opération. Je rentre dans le tunnel. Alors, ce tunnel, j'ai envie de vous le décrire et j'ai envie de vous l'envoyer dans vos yeux. Parce que il n'est pas avec des parois bien définies, il n'est pas de matière. C'est une transition vers l'au-delà. C'est un autre espace-temps. Ça aussi, c'est un concept peut-être nouveau. En tous les cas, pour moi, c'est nouveau de vous le dire, mais dans l'instant, c'était naturel de le vivre. Et ça, c'est dingue. Donc, je suis aspirée dans le tunnel, qui est large, qui est gris clair,
et qui va de plus en plus vite. Évidemment, la première chose que je me dis, c'est waouh, j'ai réussi, je suis en train de mourir, c'est ça la mort, je suis trop contente, allez, j'y vais quoi. Et puis je m'abandonne totalement dans ce tunnel. Et donc je découvre, il y a des étincelles de lumière sur le côté, comme des petites étoiles en fait. Et à un moment donné, quand même, ça va vite, hein. Donc je me dis, oulala, j'aimerais ralentir. Donc évidemment, je ne peux pas écarter les bras parce que j'ai pas de corps physique. Et j'ai envie de crier pour dire, ah, on freine, on freine. Et je peux pas, j'ai pas de voix, quoi. J'entends mes pensées. Je continue de penser. C'est ça, c'est renversant. Il y a un embranchement à gauche. Et dans cet embranchement, je ralentis et je regarde. En fait, je peux regarder n'importe où je veux, hein. C'est un point de vue multidimensionnel, quoi. Il y a une silhouette qui est plantée là. Alors je lui dis, bah, qu'est-ce que tu fais? Viens, on y va, je serais mieux accompagnée, quoi. Et je comprends qu'il est dans un entre-deux. Soit il n'a pas compris qu'il était mort, il ou elle, hein, je ne sais pas. Soit il est dans le coma, soit il vient juste de mourir. Il y a un temps d'acceptation, un temps de prise de conscience. En tous les cas, il ne veut pas venir. Et je lui dis, bon, bah, écoute, je respecte ton choix. Moi, en tous les cas, j'y vais. Donc, je continue mon chemin. Et ça va de plus en plus vite. Et ça tourne dans tous les sens. Et ça devient sombre. Donc là, j'ai peur. Et j'ai envie de dire, c'est fantastique ce que je pense parce que je regrette mon acte. Je dis, si c'est ça la mort, on arrête. On arrête tout, je veux revenir en arrière, mais c'est trop tard en fait. Je suis lancée là-dedans et à un moment donné, tout s'arrête et je me retrouve dans un espace noir. Vaste, à l'infini noir, mais pas un noir mat, opaque. C'est un noir brillant, euh, comme l'acrylique, pour ceux qui connaissent un peu cette peinture. Et je me retrouve là, je dis, bon, je suis morte, j'en ai conscience. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose, mais il ne se passe rien. Donc, je commence à chercher autour de moi et bizarrement, je suis encore très accrochée à la matérialité puisque je cherche ma commode. Je cherche ma commode de petite fille en bois avec les petits poignets en fer forgé. Je cherche mon papa qui est mon repère dans ma vie et qui est l'homme de ma vie, mon pilier. Et en fait, il n'y a rien. Il n'y a aucun repère, aucun meuble. Personne. Aucun bruit aussi. Et je dis, waouh, c'est ça la mort, c'est long. Qu'est-ce que je regrette? Qu'est-ce que je vais m'ennuyer? Et en fait, je commence à paniquer pour dire, waouh, mais je suis toute seule ici. Oh, mais quel enfer! Qu'est-ce que je peux faire d'autre, quoi? Et en fait, il n'y a rien à faire. Donc, mes pensées commencent à s'accélérer et je fais une crise d'angoisse. Euh, et finalement, au bout d'un temps, je me dis, mais arrête de paniquer puisqu'il n'y a pas d'élément qui fait peur. Il n'y a pas de monstre. Et voilà, on n'est pas non plus en... C'est pas l'enfer puisqu'il ne se passe rien. En tous les cas, ça m'a appris le mécanisme de mon esprit, que des fois, on se crée des peurs alors qu'il n'y a pas de raison concrète. C'est juste son esprit qui déclenche et qui donne forme à des peurs. Vous comprenez? Et ça, c'est un grand enseignement aujourd'hui. Parce que je m'en sers dans la méditation et je m'en sers quand je reçois des gens en cabinet à leur expliquer ce que c'est les mécanismes de l'esprit. Donc je m'apaise finalement par moi-même, par ma volonté. Ça, c'est une richesse. Et dans ce noir, tout en haut à droite, ça c'est fou, il y a un grain de poussière très lumineux en haut à gauche qui me subjugue de beauté, qui descend dans l'espace noir. Plus il descend, plus ce point grossit et devient une sphère lumineuse qui éclaire l'espace de plus en plus et tout devient blanc, tout devient cotonneux. Et là, je suis en paix, je suis calme, ça me fait du bien. J'avais besoin de ça dans ma vie, en fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est un peu plus qu'une sphère lumineuse. Ça dégage un amour infini de toute beauté, et je suis en admiration parce que c'est vivant. Ça me touche, ça me,
ça me remplit d'amour en fait. Je suis dans l'amour à ce moment-là. Et dans ce blanc, un être de lumière apparaît. Donc là, vous allez dire, Christine, elle craque. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vous le raconte tel que je l'ai vécu, d'accord? Je, je- j'ai promis pendant l'expérience que je vous le relaterai, enfin, que j'en garderai l'essence et que je ne l'améliorerai pas, je n'allais pas embellir l'expérience. Je vais vous la relater telle que je l'ai vécue. Et cet être de lumière, tout de suite, est très charismatique, mais très respectueux et d'une bienveillance infinie. Et il me dit de manière télépathique encore, mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Mais vous avez vu ma vie, vous avez vu les gens, moi, vous m'avez vu comment je souffre. J'arrive pas à aimer, les gens ne connaissent pas l'amour, j'arrive pas à me réaliser, je trouve pas ma place. Enfin, c'est un déluge d'informations et de plaintes. Et lui, il reçoit ça avec beaucoup de bienveillance et d'amour. Et tout ce que je vide, il le prend et le transforme en légèreté, en fait. Il me transforme à chaque mot et à chaque plainte. Donc, j'ai tout dit, il sait tout de moi. Ça, c'est aussi nouveau pour moi parce que euh, sa pensée absorbe la mienne, en fait. Il sait tout de moi, vraiment, et ça, c'est incroyable. Alors, je lui dis, ben, waouh, qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, mais quelle est ta vie? Comment as-tu aimé? Et je lui dis, mais j'y arrive pas, j'y arrive plus, en fait. Montrez-moi, j'ai envie d'être comme vous êtes tellement beau, on va se marier, enfin, je dis, on va rapprocher vous, on va, j'ai envie d'être comme vous, en fait. Et il me fait comprendre que je vais trop vite. Alors, là, je vais vous raconter plusieurs choses, et peut-être que je vais le mélanger dans d'autres interviews, je l'ai raconté dans un ordre différent, parce que tout se chevauche, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les événements s'imbriquent les uns dans les autres. Mais il y a quand même une logique dans ce que je vais vous raconter. Donc, qu'est-ce que tu fais là? Comment as-tu aimé? Je me le reçois, waouh! Je dis, waouh, mais quelle question d'importance en fait. Et je dis, enfin, c'est pas que je dis, c'est que je fais comme une introspection. Je vois l'histoire de mes parents. Je vois le film de leur rencontre. Pas de leur rencontre sexuelle, de leur rencontre spirituelle et amoureuse en fait. Waouh, j'ai dit, je suis en train de vouloir mourir alors que la vie était désirée. J'étais désirée depuis le début. Même avant ma naissance, j'étais désirée et aimée. Et là, c'est un coup de poignard dans mon cœur parce que je me dis, j'ai voulu supprimer ça et je suis pas respectueuse de ça. Et ça encore, je prends une claque, je prends une leçon. Et dans ce film, je suis dans le ventre de ma mère, ça va très vite. Et en même temps, je sais et je vois et j'expérimente que j'existe avant d'être dans son ventre. Je suis dans un espace vaste, un espace, dans un autre espace-temps, un autre univers, où je ne suis pas dans mon corps. Je suis désincarnée. Je suis juste une énergie qui se déplace dans les couleurs. Et je comprends que je ne suis même pas Christine. J'existe et je suis, simplement. Mais vous savez, c'est compliqué de vous le raconter parce que j'ai eu tellement d'informations. J'ai dit, ouais, c'est avec eux que je vais apprendre le plus. Avec eux, sous-entendu mes parents. Et je descends, en fait, je les choisis. C'est comme une descente dans un entonnoir. Et là, j'incorpore le ventre de ma mère, en fait. Et je vois toute mon enfance, mais à rebours, à l'envers. Et je revis des scènes de mon passé. Et une scène particulièrement où je suis devant ma tante dans une chambre d'hôpital qui a perdu des bébés à plusieurs reprises. Ça a été une vie vraiment d'épreuve pour elle. Des bébés mal formés, des bébés mal nés, des bébés morts-nés. Et en fait, je suis devant elle dans cette chambre d'hôpital. Elle vient de perdre un bébé. Il y a son mari. Ma mère n'est pas là, je ne sais pas où elle est. Et je pense qu'il y a mon père à côté de moi. Et on peut aller se recueillir auprès du bébé. Et je dois avoir une dizaine d'années, donc je revis cette scène.
je revis cette scène sous tous les angles. C'est-à-dire que je suis comme derrière mon père, je suis en ma tante, je suis Christine, mais je suis aussi dans tout l'espace de la pièce. Je suis sous le lit, sous la table. Je peux me déplacer, en fait, je me promène dans cet espace. Et je dis, je me vois dire, je m'entends dire, oh non, moi je reste là avec Tata, je suis incapable d'aller voir un bébé. J'ai une dizaine d'années, je vous dis, hein. Donc tout le monde s'en va et je me retrouve avec cette tante devant moi. Et en fait, je suis tellement respectueuse, j'ai envie de dire, que je ne sais pas comment me positionner, comment me tenir et quoi lui dire pour lui manifester ma peine. Et en fait, je ne dis rien. Et elle me regarde. Et ce qui est très particulier dans cette scène, c'est que j'entends tout ce qu'elle pense. Elle n'a rien à me dire, elle ne pleure pas, elle n'est pas triste, elle a un cœur de pierre. C'est fini pour moi. Je ne veux plus rien avoir avec Christine. Et je sais que nos relations familiales, humaines, sont brisées ce jour-là. Il s'est passé quelque chose, je n'ai pas été reconnaissante de sa tristesse, et nos liens futurs, c'est comme si j'avais accès au futur, vont être catastrophiques. Et je peux vous le confirmer aujourd'hui, même si j'ai essayé à plusieurs reprises de lui parler. C'est très particulier cette scène. Donc, et après ça, je reviens dans cet espace cotonneux. Je reviens et je m'apaise, je me calme. Et je tire leçon de ça parce que l'être de lumière m'a dit, tu as fait de ton mieux. Tu avais une dizaine d'années, tu as fait de ton mieux dans ce contexte-là. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais? Waouh, la question pleine de sens en fait. Oui, je la prendrais dans mes bras ou je vibrerais l'amour, je lui ferais ressentir de l'amour pour la guérir et pour s'enrichir l'une et l'autre. Vous voyez, c'est tellement fort ce que je dis que j'en ai un peu les larmes dans les yeux. Parce qu'aujourd'hui, je me retiens très peu de manifester mon amour quand j'ai besoin ou quand l'autre a besoin. Je suis assez tactile et je dis facilement je t'aime aussi aux gens. J'ai pas envie d'avoir de regrets si je meurs dans la seconde d'après, en fait. Je donne tout. Donc, je suis dans cet espace et à chaque fois que je suis dans cet espace, je vais y aller plusieurs fois. Je me calme beaucoup et j'intègre toutes les informations qui m'ont été montrées. Donc, l'être de lumière me dit est-ce que tu veux apprendre? Moi, je lui dis oui, je veux apprendre, je suis là pour ça. Et j'aimerais d'abord, c'est marrant cette position de toujours négocier. J'ai envie de savoir qu'est-ce qu'elle est devenue ma mère. Ce n'est pas le moment, enfin, il élude un peu la question. Il me repose la question, est-ce que tu veux apprendre? Je lui dis oui. Donc, il m'envoie dans un autre espace et mais il m'envoie tellement d'informations de comment la Terre est Terre, en fait, comment l'univers est devenu l'univers, comment tout est né. Mais en fait, tout a toujours été là, pas la Terre, hein, mais l'énergie de création, l'énergie d'amour, cette pulsion de vie, en fait, qui pousse et a toujours été présente, ça a toujours existé. Même s'il y a des forces contraires, c'est un perpétuel mouvement. Et comme un astronaute, je zoome sur la Terre. J'ai oublié quand même de vous dire, je traverse des étoiles, je traverse des univers. Alors oui, c'est pas commun de dire ça, mais je l'ai mis en peinture. J'ai fait des cercles concentriques. Chaque cercle représente un univers. Et tous les univers s'imbriquent les uns dans les autres, se touchent, mais ça fait comme une poupée gigogne, comme les poupées gigognes, vous voyez? Tout a une logique. Je traverse tout ça et je découvre qu'il y a de la vie ailleurs. Alors ça peut intéresser plein de gens, hein. Mais moi, je tâtonne là-dedans parce que je l'ai expérimenté, mais je n'ai pas cherché après. Je sais que c'est un sujet qui explose en ce moment, le sujet des ovnis. Il y a de la vie sous différentes formes, non humaines, mais non formes aussi. Il y a de la vie dans la non-forme. Et ça, j'étais très intéressée. J'ai eu envie de prospérer dans cet univers, mais je me suis dit, tu n'es pas là pour ça en fait. Tu t'oublies, tu vas te perdre. Enfin, tu vas te perdre de ce pourquoi tu es là, à ce pourquoi tu as fait ce geste. Mais quand j'y étais, c'est super loin, hein, je sais même pas comment mesurer ça, hein. Je n'étais plus Christine. Je n'étais plus féminine, occidentale, etc. Je ne faisais plus partie de la famille truc.
tout était gommé et effacé. J'étais juste une énergie qui pouvait se déplacer à l'infini, en fait. Là où j'avais envie de découvrir, je pouvais y aller. Ça, c'est super intéressant parce que mon esprit continue de voyager, d'expérimenter, d'apprendre, d'avoir des informations alors que mon corps est sur la table d'opération ou dans le coma. Ça, c'est fou, hein. Parce qu'on croit que quand on est dans le coma, il ne se passe rien, mais en fait, waouh, quel travail, quelle expérience de fou. Donc, je zoome sur la Terre et waouh, cette Terre est vivante. Elle bat au même rythme que moi. C'est mon miroir. Elle souffre autant que moi. Et en fait, quand je vous le dis, c'est que j'ai reçu sa souffrance comme un être humain. Pire que ça, c'est-à-dire que j'ai eu des visions du futur euh, en avalanche, hein. Et pas que des visions, hein, je l'ai expérimenté dans mon cœur. J'ai souffert autant que la Terre, en fait. Et quand je le dis, j'avais vraiment envie de m'effondrer. Je me retiens. C'est-à-dire que j'ai vu le réchauffement climatique en 95, dans ce coma-là. Comment je l'ai vu? Des coulées de boue énormes. Et vous voyez, en 2024, on en a encore plein. En France, mais au-delà, hein, des coulées de boue qui emportent des bouts de terre, des villages entiers, des familles séparées, des enfants disparus, beaucoup, beaucoup. Et c'est un événement qui va se répéter encore. Je ne vais pas créer un climat anxiogène, mais c'était en 95 et on me l'a montré déjà. C'est l'évolution. Et dans ces disparitions d'enfants, il y a eu des humains qui ont fait du mal à ces enfants. C'est-à-dire qu'il y a eu des enfants maltraités, achetés, euh, abusés, vendus, battus. Vous voyez, des visions en cascade comme ça d'horreur. Et je lui dis arrêtez, arrêtez de me montrer ça, c'est insupportable. Je peux plus le vivre. Arrêtez ce film. Et je dis comment je peux aider? Et il me dit comment tu peux aider? Mais en donnant de l'amour. Mais il me dit tellement naturellement que je lui dis de l'amour, mais c'est quoi de l'amour? Et au moment où je dis ça, il m'envoie de l'amour. En fait, il m'envoie et je le reçois, mais pleinement. C'est nouveau, en fait, et c'est renversant. Parce que je dis, waouh, c'est ça l'amour, mais promis, promis, je ferai de mon mieux. Et je fais une parenthèse, parce que je l'ai complètement oublié à mon réveil. Enfin, une semaine après mon réveil, disons que j'ai complètement oublié l'expérience. J'ai vécu une vingtaine d'années en oubliant totalement l'expérience, je n'avais aucun souvenir. Et je voulais être professeur des écoles. Je voulais être auprès des enfants. Je voulais leur enseigner. Voilà, je voulais leur partager. Je pense que c'était partager de l'amour, c'était pas que des connaissances intellectuelles. Mais en fait, j'ai pas trouvé ma place dans l'éducation nationale. J'ai raté mon concours. Enfin, le jour de l'examen, je dis mais qu'est-ce que je fais là? Enfin, voilà, je vous passe le détail. En tous les cas, j'ai été assistante maternelle. J'ai fait beaucoup de centres aérés, des colonies de vacances. Et dès que j'ai eu l'âge de travailler, j'étais auprès des enfants. En sachant que j'ai oublié l'expérience, c'est quand même dingue. Parce que j'ai tout donné. J'ai ouvert mon cœur, ils m'ont ouvert le leur. Et j'ai été témoin dans un collège dans lequel j'ai travaillé d'abus sexuels. J'ai reçu des confidences très lourdes, des histoires de familles compliquées. Et j'ai été un soutien pour ces enfants-là. Donc, waouh, là, avec le recul, je peux vous dire que ça prend un sens magnifique et merveilleux. Par rapport à mon point de vue du départ, quand je vais pas bien, que je trouve qu'il y a pas d'amour sur Terre, je peux vous dire que je me suis bien trompée et que mon point de vue était vraiment restreint, écrasé par mon mal-être en fait. Donc voilà, donc je dis, promis, je ferai de mon mieux. Et je reviens encore à nouveau dans cet espace blanc, cotonneux, qui me répare, qui m'apaise, qui me calme et qui me fait du bien. Est-ce que tu veux apprendre? Me demande l'être de lumière. Je dis oui, mais qu'est-ce qu'elle est devenue, ma mère? Oh, c'est pas vrai, elle continue, elle continue sur ce point, mais il élude encore la question, tu vois, il veut pas me dire. Donc, je dis oui, je veux apprendre. Et là, il m'envoie dans un jardin. C'est-à-dire qu'instantanément, je me retrouve dans un jardin sans limite d'espace. C'est merveilleux, de couleurs, d'ambiance, d'amour, de musique.
de phosphorescence. C'est des couleurs pastel et en même temps énergétiquement fortes. Je traverse des pétales de toute beauté. Et ce jardin, je dis qu'il n'y a pas d'espace, mais il est structuré. C'est-à-dire que je suis au début de ce jardin. Il y a une limite à ne pas franchir à ma droite. Il y a une pelouse magnifique, énergétique, tout devant moi, avec des fleurs. Une musique divine qui est aussi mon miroir. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je suis constituée de tous ces éléments, de musique, de couleurs, de toute beauté. Il y a un arbre majestueux devant moi, avec deux colombes qui s'envolent. C'est une vision vraiment paradisiaque. Il y a de l'eau, mais de l'eau sous la terre. Il y a un cours d'eau qui passe sous la terre. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai été propriétaire avec mon mari d'une maison et quand je suis à l'étage dans la chambre, c'est exactement ce paysage. Une limite à ne pas franchir, c'est le voisin. L'arbre majestueux, oui, c'est un sapin. Les deux colombes, c'était deux tourterelles qui vivaient toute ma vie, je les ai connues, ces tourterelles, qui donnaient vie à des petits oiseaux qui, à leur tour, grandissaient et toujours habitaient dans cet arbre. Et cette eau, il y avait un puits en fait dans ma maison et le cours d'eau passait dans le jardin, mais sous la terre, je ne le voyais pas. Vous voyez, quand on fait tous ces rapprochements, c'est merveilleux. Donc je me promène dans ce jardin et tout d'un coup, je zoome sur l'herbe et sur un brin d'herbe qui se détache et je plonge à son sommet, au sommet du brin d'herbe et je coule dans cette énergie verte qui est la chlorophylle. Je suis toute cette vie et je descends dans les nervures qui sont rattachées au sapin, qui sont rattachées à l'eau, qui sont rattachées à la chaleur de la terre. C'est merveilleux. Et l'être de lumière, à cet instant, me dit, tu es comme ce brin d'herbe, tu te crois seul dans la pelouse, et pourtant tu es relié au tout, à tous les éléments, à tous les interstices, entre la terre, les racines, tu es la chaleur, tu es l'eau, et en fait, je suis chaque cellule d'eau. C'est renversant, et c'est d'un enseignement tellement pur et tellement prégnant que ça m'enrichit personnellement, éternellement, j'ai envie de dire. J'espère que je vais garder cette connaissance éternellement. Mais je pense aussi qu'on a déjà la connaissance. C'est juste notre raison qui nous l'a fait oublier, notre matière qui qui nous alourdit aussi. Mais bon, il faut bien s'incarner pour grandir. Je pense qu'on est là ici sur Terre pour expérimenter tout ça, cette matière et ces relations humaines. Il y a quelque chose à apprendre dans ces relations humaines, même les plus difficiles et les plus conflictuelles. Enfin bon, c'est un autre sujet. Mais tout ça, je l'ai appris dans l'expérience, en fait, hein. Là, je vous le sors comme ça, mais parce que je l'ai appris là, dans ce temps-là. J'en étais où? Le brin d'herbe. Donc, j'apprends. Et je reviens à nouveau dans cet espace cotonneux où je me calme et toutes les informations coulent en moi. Et c'est très particulier parce que plus ça va et plus je grandis en conscience, en fait. Plus je suis forte, plus mon énergie est forte et déterminée. Est-ce que tu veux apprendre? Oui. Qu'est-ce qu'elle est devenue ma mère? Voilà, je reviens encore sur ce sujet-là. Et le temps se calme, le temps ralentit, et dans cette blancheur cotonneuse apparaît ma mère, dans une énergie étincelante de toute beauté, de vibration d'amour et de charisme qui m'a marqué à jamais parce que ce que je constate d'emblée, c'est qu'elle n'est plus malade. Il n'y a aucun symptôme. Elle est de toute beauté, mais je la reconnais pas avec son visage de maman. Je la reconnais par sa vibration d'amour. Et elle est plus que maman, en fait. C'est ça qui est dingue. C'est qu'elle est, et je la reconnais pour autant. Elle est tellement belle.
tellement belle. Et je lui dis, ouais, maman, c'est toi, mais qu'est-ce que t'es belle. Approche-toi, que je te vois bien, que je te sente. Et j'ai envie qu'on fusionne nos énergies et qu'on crée à nous deux quelque chose de merveilleux. Bon, c'est un peu fleur bleue ce que je dis, mais c'est comme ça que je l'ai vécu. Et en fait, elle me fait un stop. Et devant la caméra, c'était c'était sa main de maman qui m'avait donné des fessées. Et je peux vous dire que c'était un non ferme et non négociable. On ne pouvait pas fusionner. Elle avait son chemin et j'avais le mien. Et d'ailleurs, je suis même pas à son niveau, en fait. Elle est au top niveau de la compréhension et de la sagesse. Et j'étais pas du tout aussi élevée qu'elle, en fait. On n'a pas la même vibration. Mais elle me dit, tu ne peux pas mourir, tu ne dois pas mourir, et tu vas retourner de là d'où tu viens, je t'aime. Et en fait, c'est un peu intime, mais j'ai pas été très gentille avec ma maman de par sa maladie, et je lui ai pas du tout, enfin, j'avais plein de choses à lui dire, pardon, je t'aime, etc. Donc, elle a tout reçu, elle m'a tout renvoyé en élan majestueux de beauté et d'amour, en fait. Il y a beaucoup d'amour dans ce que je dis. Et je répète beaucoup ce mot-là, amour, qui est au cœur de l'expérience. Elle ne veut pas fusionner et là, je rentre dans une colère noire parce elle recule et elle s'évanouit dans la blancheur et dans l'étincelance. Elle disparaît dans la lumière en fait. Et je suis complètement abattue, je suis désespérée, je suis perdue. Et je me dis, au secours, maman, non, ne m'abandonne pas en fait. Et je tombe dans un gouffre et l'expérience de mort négative commence. Je tombe dans un gouffre noir, rouge, d'horreur. J'ai l'impression que ça dure une éternité. Mais c'est mon temps à moi. Genre, si les gens pensent, elle est allée en enfer. C'est mon expérience. Je pense pas que ça soit l'enfer de la Bible. Je pense que c'est mon enfer intérieur. Je pense que j'ai donné forme à ma colère. Toutes mes pensées ont pris forme et je l'ai vu, je l'ai vécu et je l'ai expérimenté en tant qu'enfer. Pour moi, c'est important ça aussi, parce qu'il n'y a pas de jugement dernier dans ce que j'ai vécu. Le seul jugement qui m'a été fait, c'est moi-même, avec l'être de lumière. Et après, on peut en discuter. Quel est cet être de lumière? Qu'est-ce que c'est l'être de lumière? Moi, j'ai ma vision des choses. J'ai envie de dire que c'est là. Si j'ai différentes réponses, c'est la même réponse. Vous allez comprendre. Ça peut être la source de vie. L'être de lumière, c'est la vie. L'être de lumière, c'est moi. En effet miroir, mais en perfection. Parce que là, je suis avec mon ego, avec mon corps, etc. Avec mon énergie terrestre. L'être de lumière, c'est moi en mieux. En fait, c'est juste une énergie parfaite. C'est toutes les qualités humaines que je vise. Voilà. J'ai envie d'être ça. Et j'espère que je fais bien, que je travaille bien ici sur Terre, que je fais bien mes devoirs, en fait. Mais voilà, le seul jugement, c'est moi-même qui me le porte dans ma vie. Et ça aussi, ça m'aide. Parce que quand le voisin me dit tu devrais pas faire ça, tu devrais pas procéder comme ça, faire telle action, qui es-tu pour me dire laisse-moi faire mes propres erreurs pour que j'apprenne en fait, hein. Mais bon, tous les conseils sont bons à prendre, mais les meilleurs conseils, ça vient de soi. Donc, je suis dans ce gouffre d'horreur. Des corps gluants de chair et de sang veulent me toucher, m'agripper, m'attraper et m'entraîner vers le fond, vers le bas astral. J'entends souvent ce mot bas astral. Et j'ai peur, je les évite, ça me dégoûte, c'est horrible. Ils sont méchants, ils sont pleins de haine. Et s'ils me touchent et s'ils m'attrapent, je serai comme eux en fait. Je serai dans la misère la plus totale, l'horreur, la souffrance extrême en fait. Et je ne veux pas. Après ce que je viens d'expérimenter, la beauté, l'amour, la vibration très haute, étincelante, vous vous rendez compte? Je ne suis pas ça, j'ai pas envie de finir comme ça. Donc je les évite et je me bats avec eux. Et c'est une leçon de vie. J'ai pas envie de me morfondre, jamais plus. Je ne, j'ai compris la richesse de la vie et en fait,
avec cet enseignement, je remonte. Je remonte à la lumière, en fait. Je me redresse, je reprends ma force de vie, en fait, qui me propulse à nouveau dans la beauté, mais plus étincelante encore que le début de l'expérience. C'est-à-dire que là, j'ai réussi à gravir des échelons, vous voyez. J'ai pris du grade. Mais plus que ça, plus que ça. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a des lumières qui m'ont traversée et nourrie, qui sont descendues en moi. J'étais dans un flot de lumière bleue. J'ai étudié un peu le bouddhisme et il y a le Bouddha de la guérison avec ce bleu lapis lazuli, peut-être vous connaissez. C'est ça, ce bleu lapis lazuli. Il m'a traversé, il m'a rempli et il m'a guéri. Il m'a guéri spirituellement, psychiquement, mais pas que, physiquement. Et j'ai eu un flash de lumière me montrant mon futur. J'ai pas eu envie de l'oublier, mais je l'ai oublié en fait. Mais ce qui m'en reste, c'est que je vais y arriver, je vais m'épanouir, je vais encore un peu souffrir, mais ça sera nécessaire pour mon évolution et je suis capable de surmonter ça. Et physiquement, je vais guérir. Alors, sur le moment, je ne le comprends pas, hein. Enfin, je le reçois, quoi. Je le reçois, je le laisse pénétrer en moi. Je suis je suis dans un état naturel de toute beauté. Qu'est-ce qui va se passer après? J'ai peut-être oublié quelque chose. Oui. Il y a l'être de lumière face à moi. Il y a deux êtres à sa droite. Je crois que je ne le raconte pas dans toutes les interviews, ça. Parce que je ne sais pas comment le raconter ou l'analyser. Mais je pense qu'il ne faut pas que je l'analyse. Là, je vous raconte. Il y a deux êtres à sa droite, deux êtres à sa gauche qui discutent de mon cas. Parce que je transmets à l'être de lumière que je ne veux pas retourner dans mon corps. Je veux être comme lui. Je veux m'épanouir. Ici, c'est tellement chouette que je ne souffre pas. Et ils discutent de mon cas. Et j'ai envie de me rapprocher, de les écouter. Je fais ma petite souris, mais ça m'est interdit. Et derrière l'être de lumière, il y a un autre espace-temps, mais très en haut en fait. Donc, moi, je suis en contrebas, je les regarde et je dis waouh, ils sont tellement affairés là-haut. Il y a plein de petites silhouettes qui vont de droite à gauche, qui sont très occupées à aider. Et à un moment donné, il y en a une petite silhouette. J'ai envie de dire j'ai rencontré Vincent Hamon et il appelle ça les chérubins. J'ai envie de dire un chérubin. Et il y en a un qui fait ça, comme à une balustrade. Il met son menton comme ça et dit bah, qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Et puis vous savez, il me regarde d'en bas comme ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a rien compris. Et il est d'un humour hilarant. Je dis mais vous n'avez pas le droit de vous moquer. Moi, j'aimerais trop être comme vous. Je suis vraiment envieuse. J'ai envie d'aider comme vous. Et l'être de lumière me transmet cette information que j'y arriverai. C'est tout ce que je sais. Mais en tous les cas, il n'a pas besoin d'en dire plus parce que c'est juste ce que j'avais envie d'entendre. Voilà, donc vous voyez, il ne faut pas l'analyser ce truc-là. Il faut juste le recevoir et le vivre. On est beaucoup plus, on est beaucoup plus lumineux de ce qu'on croit. Parce que ce qui m'a beaucoup surpris, et il n'y a rien d'égotique là-dedans, je vous promets, que je suis l'égal de la lumière, mais c'est vous. Nous sommes la même chose. Nous sommes l'égal de la lumière. Il n'y a pas d'en dessous ou d'au-dessus. Il y a juste un. Et ce que j'ai beaucoup appris aussi, c'est que tous ces... j'en ai pas parlé sur le moment, je ne peux pas te raconter. Tous ces liens entre les éléments de la nature, quand j'étais dans le jardin tout à l'heure, c'est comme ces liens humains. Nous sommes en interdépendance. Si je fais mal à mon voisin, finalement, je me fais mal à moi, n'est-ce pas? Si j'aide quelqu'un, ça me fait du bien, je m'aide moi-même. Et il y a tellement de choses à dire. En tous les cas, je reviens de cette expérience complètement neuve, transformée, c'est sûr. Donc, je reviens dans cet espace, j'intègre. Et là, j'accepte, j'accepte d'être là. Mais ce qui me pose problème encore aujourd'hui, c'est que je n'ai pas décidé de revenir dans mon corps.
Donc je dis à l'être de lumière, j'aimerais encore être comme vous, quoi. Comment on peut faire? Et il me montre une image. Pas une image. Il me transfère dans un autre espace-temps. C'est gris, c'est triste, et je vais vous le décrire comme je l'ai vu. C'est comme une bulle de bande dessinée, où à l'intérieur, il y a des silhouettes, des personnes, avec une longue toge grise, le visage baissé, à la manière des demoiselles d'Avignon. Vous savez, le visage géométrique, je les vois de profil, ils sont très très tristes et ils sont enfermés dans leur malheur. Ils s'entrechoquent parce que c'est un petit espace, c'est leur espace intérieur, si je veux être claire. C'est leur tristesse et ils n'arrivent pas à prendre du recul pour se remettre en question de comment faire pour sortir de sa tristesse. Ils ne comprennent pas qu'ils peuvent évoluer et sortir de leur enfer intérieur. Je pense avoir vu les... Je sais que c'est un message important, moi-même étant suicidée. Et l'expérience, l'être de lumière me dit, tu peux aller là, si tu veux pas retourner dans ton corps. Je dis, mais non, jamais de la vie, je ne veux pas être triste. Et ce n'est pas éternel, c'est-à-dire qu'il y a une possibilité de sortie. Quand les gens auront accepté de travailler un peu sur eux et de se remettre en question et d'apprendre de leurs erreurs, ils pourront progresser. Bon, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce que je sais que parmi les auditeurs, il y a peut-être quelqu'un qui a perdu un être cher de suicide. Et moi, tout ce que je veux, c'est progresser. C'est donner forme à l'amour qui m'a été transmis dans l'expérience. Donc, étant donné que j'ai dit non, je ne veux pas être comme eux, qu'est-ce qui me reste? Redescendre dans mon corps. Voilà. Donc, je suis encore dans un autre espace-temps, mais je suis dans ma chambre d'hôpital. Mais je ne suis pas dans mon corps. Je suis en haut à gauche et je vois un corps dans un lit. Donc, je zoome sur la fille. Elle a les cheveux sales. Elle est nue en dessous son drap, mais ça, je le vois. Elle a la peau très laiteuse, très blanche, très pâle. Et je dis, waouh, elle est très belle, mais qu'est-ce qu'elle souffre? Enfin, physiquement, hein. Et je vois que la porte est ouverte. La chambre est dans la pénombre et il y a de la lumière dans le couloir. Et j'ai, ah, la lumière! Instantanément, je dis, je connais, je veux y aller, quoi. J'y retourne, en fait. Et pas du tout. Au lieu de passer directement par cette porte qui est ouverte, ce qui serait le plus facile, je passe par le mur. Et j'expérimente dans ce mur. Ça me fait penser à un livre que j'avais lu à l'école primaire, Le Passe-Muraille. Je voulais être ce héros. De Maupassant, je crois. Et à ce moment-là, je suis le héros, quoi. Partout où je veux être, je suis. Ça, c'est fantastique. En lieu, mais en tant que qualité humaine, hein, je suis. Et dans ce mur, il y a plein de molécules, plein de particules qui s'agglomèrent. Et il y a des trous d'air. En fait, là où il devrait y avoir de l'isolation, il y a des trous d'air et c'est mal fait. Moi, je m'amuse à aller dedans, etc. Mais ce qui est fou, c'est que l'ouvrier qui a construit ça est un immigré de Creil, dans l'Oise. J'ai son histoire, en fait. Il est aussi dans une précarité financière. C'est dément, parce que j'ai accès à l'histoire de l'hôpital, à l'histoire de l'immigré. Je sors du mur, j'arrive dans le couloir, il y a 4 chaises bleues, en plastique, complètement inconfortables, avec le dossier incurvé comme ça. Je passe, et attenant à ma chambre, il y a une pièce, en fait c'est un bureau, avec un téléphone mal raccroché, une armoire en métal mal fermée, plein de dossiers en bazar sur le bureau, et en fait il ne se passe rien d'intéressant, mais vous savez, je frôle les dossiers comme ça. Je me balade. Il n'y a personne, il ne se passe rien, il n'y a pas de bruit, donc il n'y a rien à découvrir, en gros ça ne m'intéresse pas, je reviens dans ma chambre. Et alors je repasse par le mur. À nouveau, cocooning dans le mur, dans les particules, etc. Mais j'y reste un peu moins longtemps et je reviens dans la chambre. Il y a un homme qui tient la main de cette fille. Donc je m'approche, c'est papa, c'est mon père. Et je lui dis, ah papa, c'est toi. Je suis un peu émue parce que je l'ai fait beaucoup souffrir. Je dis, ah papa, c'est toi, mais pourquoi tu souffres? Pourquoi tu pleures? Pourquoi t'es si triste? Pourquoi tu baisses la tête comme ça? Et tu te résignes. Ah, ça y est, je me rappelle. Oh, c'est moi qui t'ai rendu comme ça dans cet état-là. Quelle peine je t'ai fait. Mais pardon, pardon, excuse-moi. Papa, lève-toi, ça y est, je suis là, je suis revenue. Tout va bien se passer. Je vais me remettre sur pied, etc. On va continuer notre vie à deux.
allez, allez, on y va, quoi. Papa, écoute-moi. Oh, tu m'entends? Et il m'entend pas. Alors, têtu comme je suis, maintenant vous commencez à me connaître, je rentre par son chakra coronal, j'incorpore mon père. Vous allez dire, elle craque, Christine. C'est vraiment ce qui s'est passé. J'ai envie de lui donner ma force de vie, d'amour. J'ai envie de lui demander pardon. Et en fait, quand je vous dis je suis mon père, c'est que je ressens tout ce qu'il est. Toutes les épreuves qu'il a déjà endurées, je l'ai vraiment amenuisé. Je lui ai fait mal. Et je lui dis, allez, prends cet amour, prends cette force. On y va, réveille-toi, lève ta tête. Et en fait, pouf, je sors, il lève la tête. À ce moment-là, la machine sonne et je sens le petit objet en métal sur mon index qui prend le pouls. Et je ne sens plus que ça. Et je l'éjecte avec mon pouce comme ça, je l'éjecte. Donc la machine se met en route. Cette fameuse infirmière rousse à la peau laiteuse et les yeux verts est à mes côtés et elle me replonge dans le coma. Alors, je pense que c'était la sortie du coma. C'est un coma artificiel provoqué pour supporter. En fait, il fallait pas que je bouge parce que j'étais multi-opérée dans un corset. Voilà, j'ai une opération chirurgicale assez importante. Il fallait pas que je bouge. Et c'était aussi pour m'aider à supporter l'opération et la douleur. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? J'ai oublié un élément, mais ça va que confirmer ma petite promenade de l'autre côté. En fait, avant d'éjecter le petit appareil sur mon index, j'entendais des bruits assez sourds. Donc, je me rapproche d'une machine et je vois des graphiques bleu, rouge, jaune et vert. C'est une machine qui a des fils colorés qui sont reliés à des électrodes qui sont posées sur ma poitrine en dessous le drap. C'est-à-dire que mon regard va en dessous le drap. Et c'est vraiment très intéressant. Parce que je suis très curieuse dans l'expérience. Donc, je vais à la superficie du corps de la fille. Je comprends toujours pas que c'est moi. Et au bout du lit, il y a une ardoise avec des annotations inscrites au crayon à papier. Ce sont des courbes de température. Je dis, ah bon, ça, si c'est encore des maths et qu'il faut lire des courbes, c'est pas la peine, ça m'intéresse pas. Et là, je reviens un peu dans ma logique avec ma personnalité. Vous voyez, je reviens un peu Christine, quoi. Et je passe sous le lit. Il y a un bruit sourd. Et en fait, ce bruit-là, je le saurai après, parce que j'ai demandé à l'infirmière qu'est-ce que c'était ce bruit sourd. Et en fait, c'est le matelas à air sur lequel je suis. Mon corps flotte un peu comme ça. Voilà. Et c'est là que, tac, j'éjecte et je réincorpore mon corps. Comment? Par la hanche droite, tout en douceur, comme si j'enfilais un gant. Et là, wouhou, c'est douloureux. Il y a toutes mes chairs qui se réveillent, c'est très, très douloureux. Et en fait, je vais aller dans ma chambre. Après, je sors du coma, etc. Je vais dans ma chambre où je vais passer 3 mois. Mais la première semaine, j'ai l'impression que le mur devant moi reste ouvert. Je suis encore un entre-deux. Mais bon, je suis sous morphine, hein. Mais la drogue n'explique pas tout. Parce que j'ai envie de dire à mon père, tu verras jamais tu devineras jamais où je suis allée. Vous savez, on m'extube là. Et la première chose que je dis, c'est, oh, il faut y retourner, papa, j'ai vu maman. Je suis allée dans un tunnel, j'ai vu des couleurs. Je suis allée dans un jardin et mon père me dit, oh, tais-toi, tu dis n'importe quoi. Tu vas finir folle comme ta mère. Alors ça m'a blessée profondément. Il m'a dit, tais-toi, le chirurgien arrive, tais-toi. Parce que moi, j'ai vu ma mère avec la camisole de force. Et je peux vous dire que la folie me fait très peur. Donc, je me suis tue. Et à partir de ce moment, j'en ai la voix coupée parce que je me suis murée dans un silence d'une vingtaine d'années, en fait. La première semaine se passe, donc je reviens de plus en plus dans mon corps et l'expérience se ferme. Parce qu'évidemment, j'ai des douleurs qui me font être dans mon corps. Et puis voilà, la vie reprend son cours normal. Mais enfin, elle est où la normalité là-dedans? Je ne sais plus vous dire. Et la femme de ménage me, me dit, oh, excusez-moi, je vous ai réveillé. Et je lui dis, non, non, vous inquiétez pas, mais vous êtes une belle âme, vous êtes tellement gentille, vous avez beaucoup de difficultés, et pourtant vous travaillez. En fait, je lis tout en elle. Et je lui dis, vous voudriez bien m'aider à retourner en cours, hein, vous pouvez m'aider à m'asseoir sur mon lit. Mais j'ai délire total, hein, parce que je suis multi-opérée dans un corset, dans du plâtre,
etc. Elle me dit, ah non, non, madame, j'ai pas le droit de vous toucher. De toute manière, vous ne pouvez pas vous asseoir. Vous êtes gravement opéré et de toute manière, vous ne tiendrez pas sur vos jambes, vous êtes paralysé. Paralysé? Mais non, personne ne me l'a dit, non. C'est pas ça, vous vous trompez. Et en fait, personne m'avait dit que j'avais perdu l'usage de mes jambes. Évidemment, mais j'étais dans un état dépressif quand même grave. Et c'était pas la priorité, hein. Donc, les semaines ont passé en vue d'intégrer un centre de rééducation dans lequel je suis restée 1 an. Mais moi, j'étais dans le déni de mon état physique et je n'y ai pas cru. Et vous savez, cette énergie de vie qui bouillonnait maintenant en moi, ce que j'avais touché là, il ne cherchait qu'à s'exprimer. Donc, j'étais exécrable, hein. Je ne voulais parler à personne, j'étais dans un état de colère parce que j'étais encore en vie, et c'était très contradictoire, parce qu'au fil des mois, 3 mois et demi, 4 mois, me voilà en séance de kiné quotidienne. Je me fais engueuler parce que je ne veux pas travailler avec mes jambes. Enfin, non, c'est pas ça. Je dois soulever des poids avec mes bras, mais ça me fait super mal au dos, hein. En vue de me porter de mon fauteuil roulant à mon lit, vous savez, pour aller aux toilettes et gagner un peu en autonomie, je dois me porter avec mes bras, donc je dois muscler mes bras. Et le kiné croit que je ne fais rien. Mais je dis, ah si, si, mais là je bosse, hein. Je ferme les yeux, je suis allongée, vous pensez que je dors, mais je bosse, hein. Regardez, je vais faire bouger mon orteil. Et en fait, mon petit orteil a bougé. Alors là, il y a eu une armada de médecins autour de moi. J'ai refait des tests musculaires, j'ai repassé des scanners. Et en fait, l'énergie, je la faisais circuler, les yeux fermés, je contractais, mais on ne me l'avait pas appris à l'école. Et je gérais mes douleurs dans cet état, maintenant je peux le dire, de méditation. Voilà. Et donc, j'en ai fait mon métier aujourd'hui. Je suis relaxologue de pleine conscience. J'aide les gens à se calmer et à évacuer le stress pour que les qualités reviennent, en fait, et la force de vie émerge. C'est un très beau métier qui me convient tout à fait. Voilà, j'espère avoir dit le principal. Je suis très heureuse de vous le partager parce que je me suis tellement tue que ça m'a rendue beaucoup malheureuse. Et je sais que, en témoignant aujourd'hui, je peux aider les gens et peut-être sauver les gens qui sont à la limite de faire une tentative. Merci beaucoup.